Il y a Abdelkrim Bouchlaghem, Lies Branche, Mathieu Mazenot et Marie-Odile Farino, si vous voulez bien nous rejoindre sur le plateau pour parler justement de cette massification et de ces expériences. Peut-être poser d'autres questions d'ailleurs, parce qu'on aura encore tout un tas de questions sans réponse. Mais comment on passe des intentions aux actes? Comment on se sert de certaines expériences pour les reproduire? Prenez place. Merci de nous rejoindre. Je crois que tu n'as pas présenté tous nos intervenants. C'est ma tâche d'animateur. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Abdelkrim Bouchlaghem, le directeur général de Brandfield, Mathieu Mazenot, qui est directeur Air Climat Énergie à Vienne-Condrieu Agglomération, Marie-Odile Farino, directrice du réseau 7, à la 7, je crois tout récemment, mais depuis longtemps. Lies Branche, directeur de région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté chez GSE, et Agnès Touvenot, qui vient de nous éclairer, nous poser effectivement pas mal de questions. Moi, juste pour compléter, je vais me permettre, comme je suis la première table ronde, c'est effectivement se loger et réindustrialiser vont de pair, parce que travailler sans pouvoir loger les salariés, c'est un défi aussi, c'est une question auquel il faut résoudre quand on pense planification et aménagement. Je pense que c'est un sujet qu'on traitera aussi dans cette table ronde. Il y a un contexte difficile de marché immobilier qui est, en plus, même si ce n'est pas le sujet du jour, est dans un contexte de loi climat et résilience. On parle du ZAN. En ce moment, on se demande un petit peu dans quel sens va tourner les orientations ou les réaménagements, notamment calendaires, sur le ZAN. Mais en tout cas, l'idée est partie de réduire cette artificialisation au service de la nature, c'est-à-dire des services écosystémiques qu'elle nous rend. On parlait de l'adaptation, de l'atténuation, mais l'adaptation aux inondations, aux crises climatiques, à l'érosion de la biodiversité. Donc la question des friches et la reconversion des friches est effectivement un levier. Donc on est très heureux d'avoir Brandfield aujourd'hui à la table ronde. La question de la renaturation aussi, c'est un sujet qui va de pair, puisque qui dit net dit aussi de la compensation de l'artificialisation. Il reste des choses à caler sur les sites naturels de compensation, mais en tout cas c'est un sujet, je pense qu'on abordera dans la question des sols et du devenir des sols également aujourd'hui. Il reste des règles à caler, des règles d'équivalence en compensation. On connaît bien les règles d'équivalence en matière de biodiversité, mais aujourd'hui on a peu de règles en ingénierie de conception et en conduite de projet pour savoir comment est-ce qu'on va calculer tout ça, où vont être les compteurs, parce que les opérateurs auront aussi des compteurs. Il n'est pas illusoire d'imaginer que des opérateurs très vertueux et très performants au plan environnemental puissent aussi le mettre en avant dans les autorisations et dans les demandes d'autorisation. On a aussi des attentes en matière de règles du jeu sur la performance globale des projets. Il y a beaucoup de systèmes, de méthodes, d'outils. Donc, s'il doit y avoir un décalage de calendrier, on imagine que ce serait pour permettre le temps de cette réflexion entre acteurs et de faire des propositions au gouvernement qui n'est pas forcément tous les jours dans les projets, dans les conduites de processus des projets. Moi, je vous ai proposé, et vous l'avez accepté, j'en suis ravi, 3 angles aujourd'hui. Les questions stratégiques et toujours le lien avec la déclinaison opérationnelle. C'est quelque chose qu'on tient beaucoup chez EOD, évidemment. C'est de faire des stratégies qui puissent être mises en œuvre. Et je crois que ça tient aussi à cœur aux élus, qu'il y ait une réalité derrière la vision politique qu'il peut y avoir sur un territoire. Les réussites à diffuser, ce que vous avez réussi, ce que vous avez éprouvé, et puis les écueils à éviter ou les verrous qui restent à lever. J'aimerais commencer par vous, Agnès Touvenot, sur la ville de Villeurbanne. Vous êtes aussi présidente de la Société villeurbanaise d'urbanisme. Et avec ce mandat très intéressant au niveau de la ville qui concilie, je le disais tout à l'heure, transition écologique, urbanisme et habitat. Donc vous avez toutes les clés en fait. Non, la mobilité il reste, je crois, on en a parlé. Pourquoi est-ce que l'échelle de planification conditionne la performance de la fabrique de la ville? Merci pour cette question. Je vais légèrement la modifier parce que vous avez dit performance de la fabrique de la ville et je vais utiliser le terme de robustesse
de la fabrique de la ville. Alors, ce n'est pas qu'une coquetterie de style, de passer de la performance à la robustesse. Et ce n'est pas de moi, ça vient d'un chercheur qui s'appelle Olivier Amand, qui est un chercheur lyonnais qui a écrit un livre sur la robustesse du vivant. C'est un biologiste et il a observé comment les plantes, ce n'étaient pas les plantes les plus performantes qui étaient les plus robustes et qui avaient une capacité d'adaptation à l'environnement. Et peut-être que c'est une ligne de parler de robustesse plutôt que de performance, de long terme, qui nous permet d'analyser et voilà, de changer un peu notre regard. Pour répondre à votre question, je répondrai en 3 temps. Le premier, c'est quand même que le constat de nos outils de planification ne sont pas totalement adaptés aux enjeux environnementaux et les enjeux de long terme et de très long terme. Si je prends les outils tels que le SCOT, le SAGE, qui est le schéma d'aménagement de gestion des eaux, quand on prend le PLU, on voit que, et quand on prend par exemple l'aire urbaine de Lyon, on voit qu'on n'a pas du tout d'interconnexion de nos différents outils de planification. Et notamment la question de l'eau, la question des sols et la question du vent, de l'air, qui est extrêmement important sur la question du confort d'été. En fait, on est assez pauvre pour avoir cette planification vraiment, entre guillemets, en trois dimensions et sur des échelles à la fois très grandes et puis bien sûr quand on redescend à l'échelle plus petite. Si on prend l'outil du PLU, et je sais qu'avec les promoteurs immobiliers, en fait, on a cette discussion-là, le PLU fixe des droits à construire sur un des zonages. Et ces zonages, ils sont très grands. Ils sont issus de l'urbanisme fonctionnel, né dans les années 50, 60, 70, au moment des 30 Glorieuses. Et on fixe une ville qui est quasi uniforme, on est sûr de soi, on va construire comme ça, c'est comme ça qu'il faut construire. Or, on voit bien que la ville, elle se développe pas à des très grands îlots, elle se développe sur des îlots qui sont plus petits, qui sont peut-être à la parcelle, à la micro-parcelle, et notamment lors de remembrements fonciers. Voilà. Et on doit avoir des outils de pilotage de la planification qui intègrent la data bioclimatique, donc le chaud, le vent, le bruit, la question de la pollution des sols. Et aujourd'hui, on doit dire qu'on n'est encore pas forcément très outillé. Deuxième élément de réponse, il faut quand même qu'on fasse. Hein. Et donc là, en projection, vous avez un document qu'on a produit avec l'appui de l'agence d'urbanisme, qui est la stratégie de végétalisation des rues de Villeurbanne. On voit bien que la question des îlots de chaleur, bien sûr, elle se passe à l'intérieur des parcelles. Elle se passe par l'achat de foncier très important pour pouvoir créer des parcs en fonction des densités d'usage, des densités d'habitants. Donc ça, on fait le job dans le travail. Et on n'a pas encore la carto, on est en train de la produire, de où est-ce qu'il faudrait faire des acquisitions foncières pour construire des parcs. On met des emplacements réservés, mais il faut qu'on travaille à 20-30 ans. Et en tout cas, ça, c'est notre stratégie de végétalisation des rues parce qu'on estime qu'il faut végétaliser les rues de manière très forte. Et donc voilà, ça, c'est un document d'exemple. Donc, il faut continuer à planifier. Et la troisième question, par rapport à la planification, elle est directement liée aux enjeux d'aménagement. Et aujourd'hui, en fait, on est quand même complètement en panne sur le modèle économique de l'aménagement. L'aménagement, il est lié intrinsèquement et extrêmement consommateur de ressources et pas du tout inscrit dans les modèles des limites planétaires. Alors, c'est un peu pompeux de le dire comme ça, mais quand même, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait. Et aujourd'hui, ces questions-là, quand on les intègre, c'est le prix du vide, le prix des sols. Aujourd'hui, les sols, ils sont... Brandfield le connaît bien, mais le prix du sol est inversement proportionnel à sa qualité agroécologique. Aujourd'hui, à Villeurbanne, une friche industrielle vaut beaucoup plus cher que les terrains agricoles qui sont aux franges de la métropole. Et quand on a des zones polluées, alors quand on avait un industriel identifié, unique, tout va bien, c'est presque facile. La formule de tiers demandeur est
bon, c'est difficile, mais quand même ça fonctionne. En revanche, quand on a des pollutions des sols un peu partout dans la ville, quand on a eu des garagistes qui ont fait n'importe quoi, sans autorisation, et qu'en fait, nous, on achète du foncier pour faire un parc, et qu'en fait, le prix va nous coûter 3 fois plus cher parce qu'il faut dépolluer, voilà, à combien on achète et comment est-ce qu'on l'intègre dans la planification? Parce que ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, par exemple, la qualité des sols, on ne l'a pas comme lecture qui nous permettrait de fixer les prix du foncier. Et puis, un peu dernière question par rapport à toujours à cette économie en fait, de la ville. En fait, la ville, plus on construit, plus on a de la ressource. On a des taxes. Puis en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut changer de modèle. Il faut continuer à construire. Nous, on ne dit pas du tout qu'il faut arrêter de construire. C'est pas ça. Mais en revanche, il faut qu'on construise autrement. Et aujourd'hui, le modèle économique, à la fois des opérateurs, mais aussi des collectivités, en fait, est fait sur une logique de croissance des 30 Glorieuses. Voilà. Et donc ça, en fait, il faut changer de paradigme. Il faut intégrer le prix du vide. Il faut que ceux qui seront les premiers bénéficiaires de ce vide-là, peut-être que ce sont les assureurs, il y a un assureur dans la salle, peut-être que ce sont y compris les promoteurs payent aujourd'hui, mais ils payent à l'instant T. Ils ne payent pas pour demain. Et ils ne payent pas un parc, par exemple, ça met 20 ans à arriver à maturité. Le promoteur, il paye pour tout de suite, quoi. Finalement, l'investisseur... il va bénéficier de la maturation du parc et des investissements publics sur le long terme. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions qu'il faut qu'on arrive à poser pour qu'on ait un modèle de développement qui soit robuste et que la dimension de la valeur environnementale ne soit pas vue comme un joug et sur les opérations et bloque la fabrique de la ville. Aujourd'hui, très honnêtement, moi je suis inquiète. Je vois bien que des secteurs où on a besoin de renouvellement urbain, où on a des logements en piteux état, on a des petites maisons mais qui sont des abris de marchands de sommeil, il faut la renouveler, cette ville, c'est pas une question. En revanche, on voit bien qu'on est un peu bloqué et qu'on n'arrive pas à faire sortir des modèles qui soient robustes et qui permettent une accession des prix de logement qui soient accessibles. Je terminerai juste là-dessus. Aujourd'hui, les prix de sortie à Villeurbanne des logements ne sont, si vous voulez, un T4, ce qui n'est pas non plus un palace, un T4, hein, eh bien, il faut être au 8e ou au 9e décile des revenus de la population. Et ça ne marche pas. Merci Agnès Touvenot pour cet éclairage. La question du prix du foncier et des friches en particulier, parce que si on fait un calcul de coût, on a plutôt l'impression qu'il faut désamianter, déconstruire, dépolluer, normaliser, on va dire, viabiliser le terrain. Dans ce contexte difficile, on a finalement une contradiction entre la dureté foncière de ce type de biens et la rareté du foncier qui émerge tant pour le logement pour que l'activité. Chez Brandfield, Abdelkrim Bouchlaghem, vous êtes un spécialiste de la reconversion des friches. On peut dire que vous avez inventé le métier en France. Tu exagères un petit peu. Un petit peu quand même. En quoi le contexte actuel fait évoluer votre stratégie finalement pour identifier ces fonciers qui sont votre matière première et qui se raréfient de plus en plus et dans le contexte, j'allais dire, du marché et celui du ZAN. Oui, merci Laurent de ta question. Alors, est-ce que tu peux me... Attends, je vais peut-être prendre la zapette si ça ne t'embête pas. Sûr. Je t'embête pas. Merci. Donc, voilà ici. Voilà, donc tu poses effectivement une excellente question. Donc, moi, je vais apporter plutôt mon éclairage de spécialiste de la reconversion des friches, donc métier sur lequel on s'est lancé déjà depuis pas mal d'années. Alors déjà, il y a un très fort enjeu environnemental de la reconversion des friches. Donc, le premier, mais qu'on oublie de dire de plus en plus, c'est qu'on améliore la qualité des milieux en travaillant sur les friches industrielles. Donc on fait des opérations de dépollution, on touche au milieu air, sol, eau, donc c'est quand même important. Et désamiantage, on oublie de le dire, mais c'est souvent l'un des postes les plus importants de la reconversion. Et depuis quelque temps, c'est introduit un autre aspect lié à l'intérêt des friches, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols, que tout le monde a bien percuté maintenant, et notamment avec l'objectif du ZAN. Effectivement, les friches, ça permet d'éviter l'étalement urbain. Et puis maintenant, dans ces actions de désartificialisation, parce que nous sommes artificialisation négative en fait quand on fait des friches, on voit des demandes de renaturation de plus en plus de collectivités et d'essayer d'aller dans ce sens-là. Donc
Je vais essayer d'illustrer avec des exemples. Alors, bon, je vous ai montré un petit peu ce bilan de brownfield. Depuis qu'on existe, on a à peu près travaillé sur 218 friches, qui est quand même assez important. Ça nous a permis de sortir quelques indices. Alors, ça représente 415 hectares de friches. Alors, vous voyez, je mentionne vraiment le terme de friche urbaine. C'est très important. Les friches sur lesquelles on peut travailler, il y a une économie, ce n'est pas n'importe quelle friche. La friche en plein milieu de la Creuse, je prends souvent cet exemple, on ne va pas la traiter de la même manière que la friche si on en trouvait à Neuilly, par exemple. Bon. Donc ça, c'est une évidence. Alors, 415 hectares de friche, ça permet d'éviter de l'artificialisation, bien évidemment, en étalement. Donc là, on a des ratios, et on arrive à montrer que ça a permis, pratiquement un facteur 2, d'économiser ou d'éviter la consommation des nattes sur 943 hectares. Mais maintenant, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin, et c'est un petit peu notre stratégie, c'est de dire, OK, il va falloir continuer à construire, donc logement ou parc d'activité. Et ça, ce potentiel de friche, là, sur celle que je vous présente, ça représente à peu près plus de 2 millions de mètres carrés, logement ou parc d'activité. Mais en même temps, on suit un autre indicateur, c'est ce qu'on désartificialise. Donc il va se lier à des opérations de désimperméabilisation jusqu'à de la renaturation assez poussée avec du génie écologique et un certain nombre de choses dans nos opérations. Et ça, c'est des vraies demandes des collectivités aujourd'hui. Et la question de la stratégie qu'on se pose, tu posais la question comment augmenter, comment en faire plus, c'est est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin? Est-ce qu'on peut accélérer ce phénomène de désartificialisation? Alors, pour ça, je voulais montrer deux exemples. Un exemple logement, un exemple activité. Donc là, c'est une friche qui était une friche de bureau. Il y en a de plus en plus. Hein. Vous êtes tous au courant que tout ce qui va être tertiaire, aujourd'hui, il y a des grandes difficultés. Voilà. Donc là, vous avez un exemple. L'ancien siège de Philips, près de la Seine, qui est Gallieni, à Suresnes. Pendant 10 ans, il n'y avait plus rien. C'était vide. Donc on a racheté cette friche. Donc complètement artificielle, hein, pour le coup, complètement étanche. Et nous avons redéveloppé un très gros programme immobilier de 25 000 m² avec la ville de Suresnes. Mais on en a profité aussi pour faire vraiment de la désertification. Alors, vous avez posé la question à un moment, terrasse, végétalisée. Bon. Alors, il y a un indice qui permet de voir tout ça. Bon, c'est le CBS, il n'est pas très développé, coefficient de biotope par surface. On est arrivé à faire à peu près 8 000 m² sur 10 000 m², c'est pas mal, d'espaces divers. Mais en termes de désertification, on considère que les espaces de pleine terre. Donc là, on en a fait à peu près 3 700 m², ce qui fait 37% de la surface. Et donc, on est passé d'un CBS de 0 à 0,61. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on peut faire dans nos opérations. Mais ça, on le fait parce qu'on est à Suresnes, avec des prix de vente à 8 000 € du mètre carré. Je ne le ferai pas partout, je ne le ferai pas dans la Creuse, un truc pareil. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un très bon exemple. Alors celui-là, il est vertueux, et puis, à la limite, on le fait, mais il rentre dans l'économie du projet. La difficulté, ça sera de faire ça là où il y a beaucoup moins de possibilités économiques de valoriser. Ça, c'est une vraie difficulté. Et l'autre chose que je voulais, c'est pour répondre à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ça, on le fait à titre privé, mais c'est comptabilisé nulle part. Ces 3 700 m², ils devraient rentrer dans un compteur, ils devraient être intégrés, on devrait être crédité, même comme ça pour l'honneur, j'en sais rien, mais au moins, on devrait le compter quelque part. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un autre exemple intéressant, c'est en activité, nous avons reconverti une grosse raffinerie sur une centaine d'hectares à côté de Strasbourg. Et là, je voulais montrer des mécanismes de compensation et montrer comment ils ont pu jouer. Donc, sur 100 hectares, vous imaginez bien, surtout sur des vieilles friches comme ça, qui étaient c'est-à-dire, ce sont devenus des lieux un petit peu de préservation de la biodiversité. Il s'est passé des choses. On retrouve souvent des espèces protégées. Il y avait eu des bombardements aussi. Sur la friche de Rastedt, j'en ai pas eu. Mais tu en as d'autres, effectivement. Il y a eu. Tu en as eu, ouais. Là, il y avait, par exemple, sur une zone de 10 hectares, tout au nord-est de la raffinerie, une zone qui était considérée comme une zone humide. Ça arrive aussi sur les friches, d'à peu près une dizaine d'hectares, avec des problématiques d'espèces protégées sur toute la raffinerie. Bon, ok, c'est bien. Le problème, c'est que sur cet endroit-là, je suis plutôt bien placé par rapport aux axes. Donc j'ai les autoroutes pas loin et tout. Donc on se dit que c'est un peu dommage dans la séquence ERC d'éviter d'aménager là, alors que complètement au sud de la raffinerie,
j'ai une zone PPRT, inconstructible, on ne peut rien faire, valeur du terrain, 0. Et là, on a eu l'idée, donc en travaillant avec l'Adréal et avec l'administration, de dire, ben, on va travailler sur l'autre, on va l'aménager, et dans la zone inconstructible, qui est sanctuarisée automatiquement par le PPRT, ben, autant faire de la renaturation à cet endroit pour compenser. L'idée est bien passée, on a eu un arrêté préfectoral, et ainsi de suite. Donc ce mécanisme, un petit peu de compensation, pareil, il s'est financé dans le projet, parce que là, on a artificialisé, ben, on a pu créer de la valeur, parce qu'on a fait un développement économique, et à un autre endroit, ben là, il y avait 0 valeur, mais j'ai pu compenser à l'intérieur d'un projet. Voilà. Donc je reviens un petit peu à ma slide initiale, en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, alors ça, on en parlera peut-être après, quand tu voulais m'interroger aussi là-dessus. Attends, j'ai dû faire une bêtise, là. J'ai dû aller sur la présentation de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc là, je reviens à la slide initiale, en disant, OK, c'est bien ce qu'on fait, valorisation, à condition qu'il y ait une valorisation immobilière suffisante par rapport à des coûts de reconversion, par rapport à des coûts de renaturation. Ce n'est pas donné, la renaturation, quand même. Il faut investir un peu là. Des éléments de coût, là, sur la surface que vous avez renaturée au sud, en zone Ouais, PPRT? je vais te la donner. 10 hectares à Reichstedt, ça nous a coûté. C'est pas à moi, c'est pas... Ouais, je précise, hein, Brandfield travaille avec des fonds d'investisseurs, on gère des fonds de grands investisseurs institutionnels, essentiellement la Caisse des dépôts. Hein, derrière. Donc c'est pas mon argent, clairement. C'est aussi de l'argent... Mais sur 6 hectares? Alors sur 10 hectares, j'ai eu à peu près pour... allez, on va dire 900 000 euros de dépollution. D'ailleurs, Pascal Roudier m'avait aidé à l'époque là-dessus. Et à peu près 1,5 million d'opérations de renaturation entre l'ensemencement et ainsi de suite. Donc 2,1 millions pour 6 hectares. Voilà, on va dire ça comme pour 10 hectares. 10 hectares. 10 hectares, oui, voilà. Donc voilà, ça donne un ordre de grandeur. Mais avec la zone de 10 hectares sur laquelle j'ai pu réménager, tout ça, c'est à peu près équilibré. Donc voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc, mais moi, pour l'instant, on va travailler plutôt sur des friches urbaines, comme je l'ai dit, bien situées par rapport à des axes de développement. Et la question, est-ce qu'on peut aller plus loin, est importante. Comment on pourrait s'intéresser à des friches moins bien situées, hors subvention, parce que je pense qu'on rentre dans un climat un peu compliqué. Je pense que les subventions, vous en avez parlé, le fonds vert, le fonds friche, bon, tout ça, ça va être raboté. Donc, il faut qu'on trouve un autre mécanisme. Et un mécanisme qu'on en a discuté ensemble, hein, Laurent, c'est d'utiliser un peu la loi ZAN. Il ne faut pas abandonner les objectifs du ZAN, hein, bien évidemment. C'est tout simplement une artificialisation moins une désartificialisation. Il ne faut pas être gêné de se dire pourquoi on n'artificierait pas certaines zones très bien placées en allant travailler sur d'autres friches, à renaturer avec des facteurs de compensation qui sont peut-être juste à caler. Alors, tu as un premier aspect, il faut comptabiliser. Les règles ne sont pas claires hein, aujourd'hui. Le mètre carré, on commence à... Est-ce qu'un petit jardinet de 50 mètres carrés, ça compte? Je ne pense pas, parce que ça n'a aucune valeur, je pense, écologique. Donc il faut quand même... Il faut valoriser des actions de désartificialisation. Alors je ne sais pas comment. Bon, dans la biodive, il y a bien des initiatives avec des crédits biodive, comme les crédits carbone, pourquoi pas. Ce qui demande de caler les règles quand même, parce que sinon on ne sait pas calculer les crédits. Oui, mais alors ça c'est ton boulot, je dirais. Ah, on va s'y atteler. Donc moi, nous, on est plutôt en position de maître d'ouvrage dans ces affaires-là, et donc on s'appuie sur les compétences après de bureaux d'études comme le tien pour nous aider dans ces démarches. Et puis, pourquoi pas réfléchir à l'échelle de la compensation. L'échelle de la compensation biodive, elle ne peut pas être très loin. On comprend bien des espèces, on ne va pas les mettre à 100 km. Si on était aux États-Unis, on irait replanter des arbres au Brésil, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, mais l'échelle de la compensation artificialisation peut se définir peut-être à plus grosse échelle. Alors, est-ce que c'est une échelle de commune? Est-ce que c'est une échelle du territoire? Et tout ça, c'est encore des questions complètement ouvertes. Donc nous, on est prêt à travailler, à porter nos témoignages. Il y a des villes qui nous sollicitent. Hein. Il n'y a pas longtemps, la ville de Blois, on avait une super opération d'usine à gaz. On a tout fait à la dépollution, puis on nous imposait une forêt urbaine. Pourquoi pas? C'est assez ouvert, on peut y arriver. C'est pas normalement notre métier, hein, Brandfield. On est quand même censé... faire gagner de l'argent à nos investisseurs. Mais par un mécanisme de compensation, on est prêt à regarder. Et ce que je relancerais bien, je ne sais pas si tu te souviens du groupe de travail artificialisation des sols. Bon, il s'est complètement arrêté, il ne travaille plus celui-là. Il faudrait retrouver des interlocuteurs. Il faudrait retrouver des interlocuteurs. Et c'est typiquement ce genre d'initiative qu'il faudrait relancer et retravailler sur le sujet. Bon voilà, j'étais un peu long.
Mais voilà, c'était un peu mon témoignage. Je m'entends vraiment sur tu vois, l'observatoire d'un gars qui fait de la reconversion de friche. Non, mais merci pour ces exemples. On reviendra vers toi pour la question de qu'est-ce qui peut générer une demande de plus haute performance environnementale, une plus haute ambition oui, ben chez un maître d'ouvrage. On y reviendra parce que c'est un sujet important qu'on abordera avec plusieurs personnes. Marie-Odile Fareno, vous animez le réseau 7. Si vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qu'est le réseau 7 auprès des aménageurs, des SPL, et nous dire auprès de vos clients aménageurs, quel lien vous trouvez entre l'ambition environnementale des projets et la notion de gestion des actifs sur le temps long. C'est un sujet qu'on avait évoqué aussi en préparant la table ronde avec Abdelkrim Bouchlaghem. Oui, merci beaucoup. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'économie mixte et les opérateurs locaux, les SVU en est un, par exemple. Merci d'abord de l'invitation. Je trouve que voilà, on voit aussi l'importance, pour le coup, de faire travailler les acteurs ensemble. Et je pense qu'on est dans un temps, on est rentré depuis quelque temps quand même, dans une période alors très difficile. On est face à des choses qui vont être encore plus difficiles demain et qui nous poussent à revenir sur notre raison d'être, ou en tout cas nos manières de fonctionner, et qui nous poussent à être d'autant plus créatifs, d'autant plus inventifs, et de remettre à plat totalement un certain nombre de choses. On a parlé du modèle de l'aménagement, on en parle dans tout le temps. On en parle tout le temps avec, bien sûr, notamment les aménageurs, qu'ils soient privés ou qu'ils soient effectivement d'économie mixte, comme les SEM, les SPL, etc. On en parle dans les réseaux nationaux, régionaux, etc. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on ne peut plus raisonner comme on raisonnait jusqu'à présent, bien sûr, par rapport aux enjeux environnementaux, parce que comment aussi on pense le lendemain, comment on pense le temps long, effectivement. Comment on ne refait pas les mêmes erreurs aussi qu'on a fait jusqu'à présent. On a des indicateurs sur, bien sûr, le réchauffement climatique, les évolutions. Qu'est-ce que ça sera vraiment aussi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? Donc comment aussi on aménage et on réaménage pour ne pas se retrouver avec les mêmes problématiques, ou en tout cas être plus résilient. Tu as parlé de robustesse tout à l'heure. Voilà, comment être davantage robuste. Et ça, je trouve que voilà, dans nos métiers, pour nous, c'est dur pour les élus, pour les entreprises, pour les maîtres d'ouvrage. C'est très dur pour les usagers, parce qu'en fait, tout ça, c'est pour quand même les habitants. Les habitants, les entrepreneurs, les gens qui bossent. Et comment aussi on pense à eux dès l'amont de nos projets. Comment on travaille sur ce qu'on appelle chacun le reste à charge, que ça soit pour un industriel, que ça soit pour un ménage. On le voit bien avec les enjeux sur la rénovation énergétique des bâtiments, d'où l'inquiétude effectivement sur la baisse aussi d'un certain nombre d'aides comme les primes pour la rénovation. Voilà, donc effectivement on est dans un moment compliqué, qui va l'être encore pendant pas mal de temps, et du coup ça nous pousse, comme vous disiez, à remettre aussi peut-être à remettre sur la table, voilà, pendant 20 ans on a peut-être fait des choses un peu trop faciles aussi à un moment donné. Voilà, donc l'économie mixte, oui, c'est un acteur aussi central aux côtés de tous les acteurs privés, et d'ailleurs qui bossent et qui se rapprochent aussi de plus en plus. C'est à peu près, c'est un peu moins de 1500 EPL dans tous les domaines confondus. C'est 400 EPL en aménagement historiquement. Alors quand on dit des sociétés d'aménagement, elles font aussi de la diversification depuis pas mal de temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment aujourd'hui ces aménageurs, ils sont aussi, pourquoi pas, énergéticiens. Donc ils ont des filiales qui travaillent sur l'énergie, et comment en amont là aussi des projets. On pense à la sobriété énergétique, au réseau de chaleur, etc. C'est pas nouveau non plus. C'est pas, on n'est pas sur des choses nouvelles, mais on est obligé de les. En tout cas, ça nous pousse aussi à les traiter différemment. On a aussi dans les aménageurs des gens qui aujourd'hui font pas que de l'aménagement, deviennent aussi un peu promoteurs, parce qu'il y a aussi des enjeux de régulation des marchés.
effectivement, et nos modèles, ils nous poussent à plus construire, à construire plus cher. Mais il y a aussi, à un moment donné, la réalité du fait que les ménages ou les entreprises, elles ne pourront pas toujours suivre, effectivement, par rapport au prix de sortie. Ou, et effectivement, également, il ne faut pas l'oublier, les EPL, l'économie mixte, c'est au service des collectivités et des politiques publiques. Et les politiques publiques, voilà, on a aussi des enjeux forts affichés, portés par les politiques sur ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas que deviennent aussi leur ville, avec de la gentrification, etc. J'ai mis on a aussi des EPL qui sont beaucoup développés, qui continuent à beaucoup se développer en matière d'environnement et de réseau. Alors ça, c'est un phénomène plus récent. Depuis 2019, on voit que on a à peu près, c'est là où ça booste le plus, concrètement, en matière d'économie mixte. Alors pour plusieurs raisons. D'une part, effectivement, parce que ces sujets à la fois d'énergie renouvelable ont explosé depuis plusieurs années. Parce qu'il y a des enjeux aussi sur la gestion de l'eau, par exemple, de plus en plus, sur la question des risques environnementaux, le trait de côte. Voilà. Et donc, effectivement, c'est là où, en matière d'économie mixte, il y a le plus d'investissements. Aujourd'hui, on en est à peu près à 5 milliards en 2024 pour toutes les sociétés qui sont dans des domaines d'environnement et de réseau. Pour vous donner une idée, en aménagement, on est un peu en dessous de 5 aujourd'hui. Donc on a une redistribution. Et puis bien sûr en mobilité et stationnement. C'est aussi un phénomène lié au fait qu'on a pas mal de collectivités qui se réinterrogent aussi sur les services et les réseaux et comment on les gère demain. Voilà, il y a des endroits où ça s'est très très bien passé avec des opérateurs et des gestionnaires privés. Il y en a d'autres où les bilans sont plus mitigés. Et donc, il y a aussi un phénomène qu'on voit un peu partout et dans toutes les tailles de collectivités, où, à la fin des délégations de services publics, on se réinterroge, y compris sur le stationnement, par exemple. Voilà, donc effectivement, le principal levier de croissance aujourd'hui sur l'économie mixte, il est sur l'environnement et sur les réseaux, mais pour autant, les aménageurs et l'aménagement a fortement évolué. Je vous ai mis un petit exemple qui n'est pas ici. Voilà, on est parti à Dunkerque. Alors Dunkerque, intéressant, hein, ces territoires qui ont été des territoires très dynamiques pendant des dizaines d'années, qui ont ensuite énormément souffert des industrialisations et qui là se retrouvent dans une situation où il va falloir construire près de 12 000 logements sur Dunkerque. On a l'arrivée des gigafactories. Donc une transformation complète de la ville dans un contexte qui n'a rien à voir si on était il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Donc avec effectivement des enjeux de sobriété, de ZAN, de sobriété foncière, de mobilité, etc. Et comment on continue de rendre attractif aussi, comment on va réussir à faire venir tous les salariés et les faire habiter sur place, parce qu'on est aussi dans des logiques où on retravaille sur effectivement les temps de trajet, qui jouent aussi bien sûr sur... Et la qualité de vie immédiate, j'imagine, de ce qui est prévu pour les accueillir. Là, il y a exactement. l'ambition environnementale. En fait, c'est intéressant parce que c'est un petit bout. Ceux qui connaissent Dunkerque, on est sur la ZAC Grand Large, donc qui est une ZAC qui date des années 94-95 hein, déjà. On est sur un petit bout. Ce qui est intéressant, c'est que ce quartier qui s'appelle aujourd'hui la Pointe des Alliés, ça fait 2 fois que c'est en friche. C'est une friche, il y a 2 générations de friches là. Il y a une première friche historique, les chantiers navals, etc., les chantiers de France, donc tout ce secteur a été en friche. Il y a eu un projet au début des années 2000 où il y a eu tout un complexe autour des activités nautiques. Donc on voit, là, il y a un petit bout de port de plaisance qui a été fait. Il y avait une école de voile, il y avait des équipements pour la pêche aussi, et la transformation de la pêche. Et puis tout s'est cassé la figure au début des années, au moment, un peu avant le Covid et pendant le Covid. Et du coup, hop, de nouveau une friche. Donc on est sur 2 générations de friches. Et on refait, alors là, la ville, on refait la ville sur elle-même.
Effectivement, les partis pris aujourd'hui, c'est de dire, par exemple, on va éviter de toucher au maximum à la trame urbaine existante pour éviter effectivement de démolir, de reconstruire, de réaménager, etc. Le deuxième enjeu, c'est l'énergie. Effectivement, comment on fait une boucle d'autoconsommation énergétique, comment on relie aussi au réseau de chaleur. C'est 50%, l'objectif c'est 50% d'artificialisation sur la totalité, donc ça veut dire c'est 50% pour de l'espace naturel, de l'espace vert. C'est beaucoup de désimperméabilisation des sols. Ils ne sont pas encore, en tout cas ils réfléchissent à aller encore plus loin sur des questions de mutualisation et notamment le stationnement. Même si effectivement Dunkerque a complètement réorganisé là, au travers du PLU, hein, pour le coup, là, ils sont pour dire toutes nos zones constructives de logement, elles doivent être à moins de 500 mètres d'une des stations de notre réseau urbain qui est gratuit et qui est électrique pour la plupart. Donc avec voilà. Pour autant, la place de la voiture dans des territoires comme ça, elle reste quand même importante. Et par contre, elle va évoluer dans les années qui viennent. Donc là aussi, comment on anticipe pour éviter ce qu'on a aujourd'hui, hein, y compris à Paris, à Lyon, dans des grosses villes, à être des parkings souterrains qui sont en partie, notamment dans des logements privés, dans les propriétés privées ou chez les bailleurs sociaux, complètement sous-utilisés. Voilà, donc effectivement, il y a tout un travail. Et puis, il y a, par exemple, c'est des choses qu'on voit aussi ailleurs, dans d'autres opérations, maintenant, de plus en plus, et portées là aussi par des aménageurs publics ou privés. Réutilisation de terres d'excavation sur place, au maximum, pour aménager, là aussi, le parc, but végétalisé, etc. Voilà. Le truc, c'est que cette opération, on est sur 12 hectares. C'est 20 millions d'euros de bilan d'opération aujourd'hui. C'est 13 millions de participation et de subventions. Bah oui, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, hein. C'est clair. Alors, c'est beaucoup aussi de subventions qui ont été cherchées ailleurs. Ils ont fait toutes les réponses aux AMI, aux appels à projets qu'il fallait, ce qui est là aussi une demande d'énergie et de temps passé énorme, hein, faut l'avoir en tête. Et une participation effectivement de la collectivité. Mais ça ne va pas pouvoir continuer, quoi, à un moment donné. Et pour le coup, on reste encore dans ce projet sur, je dirais, une opération d'aménagement dite classique, dans le sens où les charges foncières vont être vendues, effectivement, pour la plupart, ce qui est compréhensible aussi. Et ils ne sont pas rentrés encore sur ce projet-là, sur un objectif de se dire, est-ce qu'on demande pas à l'aménageur ou à une autre structure de faire du portage foncier et immobilier de très long terme, de faire de la dissociation foncier-bâti, effectivement, et de se dire au moins pas sur la totalité, parce que là aussi, c'est des choses sur lesquelles on travaille avec les aménageurs. Les questions, elles se posent dans tous les territoires, avec les établissements publics fonciers également, qui rentrent de plus en plus dans la danse, avec la Banque des territoires et d'autres banques, de se dire, voilà, comment aussi on reconstitue pour les collectivités des réserves foncières pour demain. Parce que le foncier, on a dit, sa valeur, quoi, on a des friches, hein, on parlait des friches, où on a même des endroits qui ne sont pas encore en friche, qui sont achetés par des opérateurs privés qui ont les moyens de le faire, et à la limite bien, mais ça pose quand même question à un moment donné, sur ça va être quoi les marges de manœuvre aussi, pour les collectivités, pour les élus de demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, là aussi pour faire de la régulation, pour faire le projet sur long terme. Faire la ville, c'est très long, quoi. Voilà, donc on peut aller un peu plus loin. Moi, j'avais une question, Marie-Odile. Ouais. 75% de financement public sur les 20 millions, si j'ai bien compris, à peu près. Là, il y a un vrai objectif dans la programmation de densité. Est-ce qu'il y a une intention des élus pour dire, voilà, le foncier est très cher, il a coûté cher à la collectivité. Est-ce qu'on met vraiment en programmation une attention sur la densité des espaces logés, y compris sur les activités, hein, s'il y en a, on parlera d'usines à 2 étages. Alors oui, il y a eu déjà, le premier projet, on était à 320, 350, on est déjà passé à 450. Après, il y a l'acceptabilité.
Il y a, alors, au-delà de l'acceptabilité, c'est quoi la ville de demain, c'est quoi les quartiers de demain. Oui, il y a du commerce, il y a des services publics aussi, etc. Mais oui, c'est une réflexion effectivement qu'ils ont. Alors, pas nécessairement sur de l'activité économique haute, parce qu'il y a déjà beaucoup de... Puis c'est très... Alors, pour le coup, c'est encore très zoné hein, sur Dunkerque, parce qu'on est vraiment sur des gros objets. Mais oui, la question se pose, voilà, tout en sachant qu'il va falloir trouver là aussi d'autres solutions. Ça ne passera pas non plus que par une augmentation de la programmation pour augmenter les charges foncières, quoi. Oui, ça peut. Et puis d'abord, on a les questions de marché, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Là, ça va, on est à Dunkerque parce qu'ils sont en dynamique. Dunkerque, il y a 10 ans, voilà, c'était pas du tout le cas. Et puis, il va quand même bien falloir continuer à faire, en tout cas, des projets à valoriser aussi les ressources naturelles, y compris dans des territoires où il n'y a pas de marché, où en tout cas le marché n'est pas le même, et où les gens habitent, quoi. Voilà, on a aussi ça. Et comment aussi on régule la charge foncière, parce qu'on pourrait se dire, bah ok, effectivement, on peut davantage densifier, on peut faire monter le niveau de charge foncière. Alors, on peut faire monter le niveau de charge foncière. En général, ça impacte quand même sur les prix de sortie. Hein, on va pas se leurrer. Mais aussi, à un moment donné, ça veut dire qu'on a toute une partie de la population qui ne peut pas arriver là, que les primo-accédants, on les fera pas, on leur permettra pas d'être là, etc. Voilà. Donc, je dirais que l'équation, elle n'est pas simple. Elle est pas simple. Et puis, elle doit se raisonner aussi dans le long terme. C'est-à-dire qu'on a dans une opération d'aménagement des acteurs qui n'ont pas les mêmes temps de projet, qui n'ont pas les mêmes temps sur le retour sur investissement. Et c'est normal, chacun son business et chacun sa logique. C'est pas gênant, ça. Le tout, c'est qu'il faut arriver à concilier effectivement ce temps court et ce temps long. Sinon, on va se retrouver, comme c'est déjà un peu le cas. Pendant des années, on s'est dit, le foncier, c'est bon, on en a, donc voilà, on lâche. Même à Lyon, quoi, qui était quand même... voilà, je me souviens, en étant arrivé sur Lyon, j'étais impressionné par le budget de la métropole de Lyon sur les acquisitions foncières. Et que ça a extrêmement changé. Voilà. On voit l'émergence de foncières publiques, hein, de plus en plus, des réflexions exactement. Au niveau des régions et des... Oui, tout à fait. Mais là aussi, il y a la question d'échelle. À quelle échelle effectivement... c'est pas nécessairement l'échelle communale, ni des fois l'échelle métropolitaine. Est-ce qu'on raisonne à l'échelle d'aire métropolitaine, voire à l'échelle de région? Mais après, il y a aussi des arbitrages, parce que effectivement, quelle gouvernance, du coup, dans un outil de type foncière de portage de très long terme à une échelle régionale? Et c'est quoi, et où est-ce qu'on met les arbitrages, quoi? Voilà, donc ça reste. Et puis la durée de stabilité de cette gouvernance et les cycles électoraux qui vont avec, donc penser transmandat. Oui, complètement, parce qu'on parle vous avez tout à fait, complètement raison, des temps qui ne sont pas les mêmes chez les opérateurs, mais qui aussi sont rythmés par le temps du politique et des mandats électoraux. Pour aller très vite sur les parts d'activité, mais vous en avez parlé, on va continuer d'en parler, effectivement, on a les mêmes problématiques aujourd'hui. Ça a été écrit beaucoup depuis quelque temps. C'est à la fois, aujourd'hui on peut les prendre comme des réserves aussi, parce qu'on a une sous-densité pour le coup, une sous-occupation très importante, parfois pas aux endroits où il faudrait, parce que voilà, il y a pas d'activité, on a des endroits où, y compris quand on discute avec la DCF, ils nous disent on ne va pas faire de la densification dans toutes les ZAE, quoi. Il y a des endroits où les ZAE vont peut-être finir par disparaître, être redonnées à la nature complètement. Ça posera la question effectivement de, là aussi, comment on fait, quel modèle économique et qui peut porter. Mais effectivement, il y a aussi ces questions dans les parts d'activité de plus en plus sur des logiques là aussi de maîtrise de foncier à long terme et de dissociation foncier bâti. C'est une solution parmi d'autres. On ne peut pas non plus... nous, on accompagne effectivement les EPL et des collectivités. On ne va pas dire à la collectivité... vous avez une zone d'activité de 120 hectares, il va falloir racheter la totalité. Non, c'est pas entendable, et puis ça serait pas intéressant. Mais effectivement, on a déjà des territoires. Bon, et voilà, on a sur Lyon, ça commence à se faire. Chambéry, il y a une expérience importante. Saint-Nazaire
où effectivement, aujourd'hui, à Saint-Nazaire, vous êtes une PME, PMI, une petite boîte, on va dire. Vous ne pouvez pas acheter votre terrain dans une zone d'activité, dans les 15 parcs d'activité. Vous allez obligatoirement en village d'entreprise. Donc, il y a aussi le lien entre le foncier, l'immobilier qu'on est en capacité de proposer demain, en immobilier économique, faire de la surélévation ou de la hauteur, on va y arriver. On sait faire, ce n'est pas un problème technique. Maintenant, il faut que le modèle suive. Mais effectivement, voilà, on fait du village d'entreprise, on gagne 50% de... on réduit de 50% la consommation. Et dans les zones d'activité, effectivement, nous, on voit les EPL qui ont aménagé beaucoup de zones d'activité. Je reprends ça à Saint-Nazaire, la Sonadev, qui est l'aménageur des parcs d'activité. Mais dans les concessions d'aménagement, on n'avait pas anticipé sur la gestion non plus des zones d'activité. Donc, ils n'ont pas de mandat de gestion. Donc, on revient aussi à ce genre de choses aujourd'hui. Ça veut dire que comment, là aussi, dans les aménageurs historiques qui faisaient vraiment des métiers d'aménagement, voilà, on les accompagne aussi à avoir une autre posture, à être plus en posture là aussi, d'accompagner aussi l'initiative privée, parce qu'il se passe plein de choses dans les entreprises. Et effectivement, on a aussi des industriels qui aujourd'hui se prennent en main, sont en capacité de densifier sur leur propre terrain. Michelin va le faire à Clermont. Alors en même temps, on parle de Michelin, ils vont fermer ailleurs, donc c'est un peu délicat. Voilà, mais en tout cas, oui, ça aussi, ça se fait. C'est pour ça que et c'est intéressant l'initiative d'aujourd'hui, parce qu'on voit qu'on n'est pas sur une seule solution. Il faut toujours qu'on combine des solutions. Moi, j'ai tendance à dire que les outils juridiques, on en a quand même pas mal. Honnêtement, on a pas mal de choses. Bon, il en manque quelques-uns, notamment sur la gestion à très long terme, mais on va y arriver. Mais on a quand même des choses et on peut jouer avec une boîte à outils. Maintenant, voilà, il faut aller un peu plus loin. Je vous avais mis 2, mais je crois que je vais arrêter parce que je vais me faire reprendre. 2 parcs d'activité. Là aussi, bon, Bray-Pédras, on est à Saint-Nazaire. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on est effectivement sur de la requalification, mais pas telle qu'on l'a plus. Quand on parlait de requalification il y a 15 ans ou 20 ans, ou 10 ans, on parlait de refaire la voirie, etc. Les signalétiques, là, c'est plus ça. Hein. On est vraiment dans une optimisation. Comment on fait en sorte aussi que une partie de ces industriels et de ces propriétaires soient acteurs de la densification de demain, parce qu'il ne s'agit pas de tout acheter, mais là aussi, comment on garde de l'attractivité dans nos territoires. Parce qu'on a des territoires qui commencent à avoir du mal à répondre aujourd'hui à des demandes, soit d'extension, y compris en endogène, d'entreprises qui ont besoin de s'étendre, etc. Et ça, c'est une vraie problématique. D'où l'intérêt de garder de la réserve foncière et de ne pas consommer tout ce qu'on a sous la main, ce qui est tentant. Hein. On voit beaucoup en aménagement. On essaie de remplir vite les vides. Non, le vide, tout le monde a été, c'est ce qu'on disait en préparant, on a tous été un peu complices à un moment donné. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une époque, on faisait de la zone d'activité, on vendait des grandes escalopes, des grandes parcelles. On était très contents de les vendre. Sachant que l'industriel, il avait besoin de la moitié de la place, mais on se disait il va peut-être s'étendre à terme, mais il ne s'étend pas. Et quand je vois la zone de carreau, j'ai envie de me dire, est-ce que la valeur foncière, finalement, c'est pas la meilleure contrainte pour faire de la sobriété en conception ? Pour le coup, il n'y a pas d'aménageur public. Là, on est serré derrière Nice. Et c'est pour ça aussi que je l'ai mis, parce que effectivement, on voit ce qui se passe aussi, je dirais de façon un peu... quand les gens se prennent en main. Carros, c'est très particulier, hein, pour ceux qui connaissent, on est à Nice, quand on est à l'entrée de Nice. C'est hyper contraint. Je pense que c'est un des territoires en France qui connaît la contrainte de la densification etc. depuis très longtemps. Et c'est une zone d'activité qui marche extrêmement bien. On a des très belles enseignes dans cette zone. On a du biotech, on a de la pharmacie, on a des cafés, j'ai perdu le nom, les cafés Malongo, voilà, qui est installé là-bas. Là, typiquement, par contre, ce qu'a réussi à faire la collectivité à l'origine de la création de la zone, c'est à imposer une association syndicale libre. Donc il y a une ASL. Ce qui est très rare. Hein. In fine, il n'y en a pas tant de ça. Donc il y a un gestionnaire permanent de la zone. L'ASL, voilà, c'est l'association des propriétaires. Donc, c'est une copro. Voilà. Et il y a une association d'entreprise. Et en fait, il y a une dynamique sur cette zone. C'est eux qui portent, notamment, y compris la restauration inter-entreprise, le pôle
Il y a plusieurs pôles de services. Ils ont travaillé ensemble, par exemple, il y a 10 ans de ça, ils ont commencé à être démarchés par les énergéticiens, et notamment pour poser des panneaux solaires sur les toitures. Ils se sont parlé, du coup, en AS, au niveau de la comitologie et des réunions qu'ils ont. Ils se sont dit, on va se mettre ensemble et on va faire un groupement de commandes. Donc il y a un espèce petit peu de soleil à Nice. Voilà. Et puis, par exemple, ils ont effectivement mis en place un système d'économie circulaire. Alors, ils ont mis ça en place un peu juste avant le moment du Covid, donc ça a été un petit peu dur à un moment donné, mais ils sont vraiment pris en main. Ça s'appelle Trick and Brock ou Brock and Tree, je ne sais plus exactement dans quel sens. Mais voilà, pour se dire, aujourd'hui, ils traitent, en tout cas, ils étaient en 2021-2022, ils traitaient à peu près 50% des déchets en cercle fermé sur la zone. Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez sur le rôle des ASL. Nous, on l'impose sur tous nos parcs d'activité. C'est un super outil. Et en fait, on s'aperçoit que les réunions d'ASL, au lieu d'être une bête âgée qu'on traite en 1 heure sur des trucs parce que c'est obligatoire, on traite plein d'autres sujets dans les réunions d'ASL et tout le monde communique. Et on a réussi quelque chose il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je veux apporter mon témoignage. Quand on crée des zones de renaturation, on a un arrêté préfectoral avec des obligations sur 30 ans. Nous, on n'est plus là sur 30 ans. On disparaît à un moment quand on a fini. Il faut un relais. On a transféré la paix à l'ASL. Et les gens de l'ASL l'ont accepté. Ce qui n'est pas du tout évident de transférer une obligation administrative. Et ça, c'est possible. Donc l'ASL, c'est un outil souple. Et on peut faire beaucoup de choses, et notamment pour faire de la gestion long terme. Voilà. Marie-Odile, avant de passer la parole à Liès, sur Carros, est-ce que la question de l'adaptation et du risque inondation, on connaît les risques derrière Nice? Oui, bien sûr. Est-ce que là, c'est pris en compte, ou est-ce qu'il va falloir requalifier un petit peu quand même? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de... récemment, en tout cas, ça va à peu près. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors là, c'est la partie activité. Alors la partie activité économique, on peut la conserver. En tout cas, il y a de la sécurisation à faire. Ce qu'on ne voit pas sur le plan, c'est que à droite, pour le coup, on est sur l'opération de Méridia, la plaine du Var. Et là, pour le coup, effectivement, en matière d'inondation, et on est sur une opération qui date déjà maintenant, avec là aussi des modes constructifs et des modes d'aménager un petit peu anciens. Et on va se retrouver véritablement avec des difficultés importantes. On a des risques sismiques aussi, on est à Nice. Ouais. On dit toujours, il se dit qu'à un moment donné, il y aura un séisme à Nice et on ne sait pas exactement. Voilà. Mais voilà, je trouve intéressant aussi de voir la dynamique qu'on a et comment aussi on va chercher notamment quand on est aménageur ou bien sûr collectivité, l'exemplarité aussi ou l'exemple chez les industriels eux-mêmes. Qui en plus sont hyper demandeurs, et je pense que ça vous l'avez aussi dans vos opérations, eux-mêmes sont rentrés dans des logiques, en tout cas dans des exigences environnementales, de RSE, etc., de façon très forte, parce que c'est aussi une condition pour accéder à de nombreux marchés aujourd'hui, et ils veulent se retrouver, y compris là où ils évoluent, là où ils sont implantés, dans des espaces qui reflètent aussi cette exigence. Donc je pense il faut vraiment bosser avec eux aussi. Ah ouais. Je pense qu'on parlera sur une autre table ronde animée par Marie Lurent, la question de la distribution de la chaîne de valeur et le fait que les aménageurs deviennent aussi promoteurs, parce qu'on voit que les bilans ne sont pas les mêmes au niveau de la chaîne. Liès, branche de GSE, vous faites du 100% activité économique. Pour le coup, quelles sont les demandes de vos clients et quel est le niveau de l'ambition environnementale aujourd'hui dans le contexte particulier? Voilà. Parce que vous avez une politique environnementale de faire de la performance ou de la robustesse, mais le marché est là. Comment vous voyez l'évolution de ces demandes aujourd'hui? Merci pour la question, Laurent. J'ai envie de faire plein de rebonds avec les précédentes interventions. Vas-y, n'hésite pas, c'est le bon moment. Mais c'est bien parce qu'on va pouvoir ne serait-ce que s'aligner et au moins se concerter. On sent que les projets en ont besoin.
de concertation. Il y a cette action, là, on a une belle initiative, et heureusement, on a des actions volontaristes et pas que des contraintes réglementaires. Les industriels en font partie, vous venez d'en parler, et effectivement, l'ambition environnementale là, qui est présentée à l'écran, bon, comme pour les friches, c'est pas la même pour tout le monde. C'est-à-dire que qu'on soit à Neuilly ou à Creuse, j'ai bien aimé le parallèle. Pareil, qu'on soit investisseur ou utilisateur, qu'on soit collectivité ou propriétaire de bâtiment, et d'ailleurs qu'on soit investisseur avec une sortie ou sans sortie, derrière, c'est pas tout à fait la même. Voilà, donc on va vraiment de la solution pragmatique, retour sur investissement, meilleure gestion de l'équilibre CAPEX-OPEX, jusqu'à l'innovation environnementale pour certains porteurs de projets, et ça fait plaisir à voir. En tout cas, nous, on se force chez GSE à proposer cela à nos clients. Et dans le pragmatique, en préparant, il y a le confort des usagers aussi, qui est très pensé par les investisseurs, en tout cas par ceux qui construisent. Oui, carrément. Le confort des usagers, bon, pourquoi c'est important? Il n'y a pas tellement, enfin, la question elle est dans la réponse. Évidemment que c'est important, puisque on travaille des bâtiments au sein d'un territoire, et surtout pour les humains, pour les employés qui sont là, pour les utilisateurs et finalement les usagers qui sont autour, puisque ça amène tout un tas de services, nos bâtiments, et les projets que portent les entreprises. On a parlé d'actions volontaristes, on a parlé d'étalement. Alors c'est vrai qu'on reviendra sur le sujet non seulement des friches et de la verticalité, et c'est marrant parce que de mon presque jeune âge, j'ai quand même vu il y a 5 ans les bêtises qu'on a fait, et aujourd'hui, c'est parce que c'est pas si vieux que ça, les bêtises et le prix du foncier qui était très bas et l'étalement urbain, c'est vraiment pas si vieux que ça. Et aujourd'hui, la verticalité, elle s'impose, et elle va s'imposer dans certains projets. Ça fait plaisir à voir, c'est possible, techniquement, c'est pas... Alors c'est un peu plus coûteux, et c'est vrai que parfois, plus on monte en étage, plus on a du béton ou d'autres solutions, mais en tout cas, plus l'impact carbone va pas si être excellent que ça. Néanmoins, on a plein de solutions qui font qu'on peut, si c'est pas réduire, ce sera compensé. Les friches en font partie. Donc, selon la typologie, l'ambition environnementale, pour revenir à ta question, Laurent, l'ambition environnementale, elle est vraiment différente selon la typologie de clients. Et selon la typologie de personnes, je disais, on peut avoir des investisseurs, alors on les aime beaucoup, ça fait partie de nos clients, mais parfois ils ont derrière pas de sortie, et du coup pas vraiment encore la connaissance de qui sera l'utilisateur, et donc la maîtrise des charges, des impacts, etc. Et ils l'ont pas, donc le premier parfois rôle, ça va être la communication. Malheureusement, c'est celui qu'on trouve souvent, c'est-à-dire je veux un bâtiment ultra certifié et labellisé. Alors la certification, c'est quoi? C'est surtout une reconnaissance externe. Alors il y a plein de critères à l'intérieur qui sont extrêmement intéressants, mais ça donne une reconnaissance externe, la certification. Donc pour un investisseur qui derrière n'a pas de preneur, c'est un super outil de communication. Et le label, c'est plutôt une thématique qu'on va développer. Vous avez certains labels, je ne sais pas s'ils sont visibles à l'écran, mais que ce soit la biodiversité ou le net zéro carbone ou le WELL, traite une thématique biodiversité ou carbone ou confort des usagers. Et on a créé au sein de chez GSE une démarche éco-responsable plutôt sur mesure, d'ailleurs plutôt pour les industriels qui sont de plus en plus exemplaires, soit parce qu'ils en ont besoin pour les marchés, soit parce qu'ils souhaitent tout simplement le devenir. Il y a aussi de l'action volontariste forte. Et donc voilà, mieux maîtriser ses charges et son impact environnemental, c'est important, parce que ça permet de mieux gérer la qualité, que ce soit de l'eau, de l'air, mais aussi des matériaux, de mieux gérer son équilibre OPEX. On a des personnes qui s'intéressent à leur bâtiment. On sait qu'on construit les charges d'exploitation pour les OPEX. On sait qu'on construit pour 25 et voire 50 ans, parfois pour certains bâtiments, voire plus, puisque maintenant on commence d'ailleurs à l'économie circulaire et au cœur de notre réflexion. Depuis peu, en tout cas jusqu'au bout du bâtiment, depuis peu, et encore pas assez. D'ailleurs, c'est assez frustrant pour certains de nos ingénieurs de ne pas pouvoir repenser la requalification, la revitalisation. C'est aussi frustrant, je fais ma petite parenthèse bisounours de promoteur, mais c'est aussi frustrant quand dans des villes comme Saint-Priest ou même par ailleurs à Villeurbanne, on a des promoteurs qui développent encore des opérations de bureaux, quand on sait que le taux de vacances de bureaux est énorme dans ces communes. On a énormément de tertiaires, on en parlait tout à l'heure, qui sont disponibles. Et pourtant, on continue à en construire. Bon. Donc, nous, on est content de les construire. Mais c'est des coûts partis, j'imagine. Ouais, visiblement, il n'y a plus de nouveaux PC là-dessus, quoi. Oui, c'est une toute petite partie, mais la toute petite partie, elle existe encore. Alors bon, c'est bien, ça nourrit une économie et un marché, mais il y a beaucoup de
il y a beaucoup d'actifs tertiaires qui sont disponibles et qui sont vides. Voilà, donc on va se développer pour ça dans la rénovation de bâtiments. Donc le modèle économique, les entreprises se transforment. Hein, ce n'est pas un problème en soi, ça va devenir une solution. C'était peut-être un problème il y a 4 ans. Quand on regardait les friches, on disait, enfin, en tout cas moi, je me disais, bon, c'est moche, c'est pollué, c'est pas beau. Personne n'en voulait, franchement, il y a 5 ans, pas grand monde en voulait des friches. Aujourd'hui, c'est devenu la pépite ou l'atout que tout le monde cherche. Voilà. Alors bien sûr, c'est plus vrai à Neuilly, à Paris, à Lyon que dans la Creuse, où on fait une opération d'ailleurs dans la Creuse en ce moment. La charge foncière n'est pas la même. Bon, donc évidemment que la question se pose différemment. Pour autant, maintenant que ce soit élu, collectivité ou client, tout le monde va dans cette direction de se poser la question de ne pas s'étaler, déjà parce que ça devient une règle, mais aussi parce que ça a du sens. Voilà. Je ne sais pas si je voulais vous dire autre chose. Si vous parliez de la typologie des clients, entre la question de celui qui construit, on va dire, soit en blanc, soit pour revendre derrière, et celui qui va construire pour lui, en le conservant dans sa propriété sur le long terme. Ce qui est un petit peu les bailleurs aussi sociaux qu'on voit dans le logement. Là, l'approche en coût global, c'est-à-dire le surinvestissement qui peut être dû à une très belle performance environnementale, de dire on le gagne sur les charges d'exploitation. Est-ce qu'on a le même type de raisonnement au niveau des activités? Oui, et en même temps, c'est tellement facile de se lancer dans une démarche, ne serait-ce que parce que déjà c'est une réglementation. Mais oui, l'approche en coût global, on l'a fait systématiquement. On vient de se faire imposer, c'est une bonne chose d'ailleurs, par la loi AGEC, les diagnostics PEMD, pour ceux qui connaissent, produits, équipements, matériaux et déchets, pour faire en sorte que nos déchets deviennent des ressources. C'est quand même déjà pas si simple à comprendre. Et aussi que nos démolitions de bâtiments deviennent des déconstructions. Voilà. C'est-à-dire qu'on va un peu changer de paradigme quand on va se dire ça, et quand on arrivera demain à penser les nouveaux bâtiments comme de l'économie circulaire, en se disant comment je le réfléchis pour qu'il soit réversible, soit démontable. Voilà. Et quand je parle d'approche en coût global, c'est pas simplement le ratio économique, par exemple sur l'énergie qu'on fait classiquement, hein, sur les équipements énergétiques et les modes de gestion, et puis la facture énergétique, mais c'est l'ensemble du coût global aussi environnemental, et je dirais pour la vie du projet, y compris avec le risque d'inondation, y compris avec tout ça sur une échelle de 30, 50 ans. Alors on pourra poser la question à Diotsassi tout à l'heure, c'est-à-dire imaginons un bâtiment très robuste, très résilient, très bien conçu à l'échelle de 30-50 ans, est-ce que la prime d'assurance est moindre? Voilà, parce qu'il y a aussi ça, ce qu'on essaie de gagner. Non, apparemment non. Bon, il va falloir faire un effort alors là-dessus. Hommage à nos assureurs, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle. Mais... Merci, merci Lies. Mathieu Mazneau, Vienne Condrieu agglomération, on est très proche de Lyon. Il y a du train, ce qu'on appelle vraiment les villes satellites aux métropoles, une belle dynamique de population, un territoire assez incroyable, entre Rhône et Mont et vestiges romains. Voilà, si vous pouvez nous... Oui, je crois que vous connaissez quelle stratégie bien, un petit Laurent. peu énergétique, l'air-climat, votre domaine? Merci Laurent. Merci de l'invitation. Et moi, je vais apporter un regard effectivement plus de technicien. Il y aurait eu un élu aujourd'hui, notre vice-président aura un regard politique peut-être plus aussi plus en parallèle de ce que vous avez évoqué sur Villeurbanne. C'est vrai que Vienne Condrieu agglomération, on ne situe pas forcément aussi bien que Villeurbanne sur la carte. Alors pour ça qu'on prend quelques secondes pour le présenter. Mais effectivement, c'est dans la grande agglomération lyonnaise. On le voit d'autant plus quand on parle de qualité de l'air, par exemple, où on a les mêmes problématiques et les mêmes impératifs. Ça reste une petite communauté d'agglomération, hein, moins de 100 000 habitants. C'est pas pour ça que l'État nous oublie quand il pense à ponctionner les collectivités. Donc voilà, on fait partie quand même de ces collectivités qui intéressent l'État. Mais voilà, il y a une ville-centre, Vienne, et beaucoup de périurbains et beaucoup de communes rurales, de petites communes rurales de 200 à 1000, 1200, 2000 habitants. Donc c'est important, ça avait été évoqué l'aspect planification. Alors
Moi, j'ai une expérience de collectivité à l'étranger où on n'a pas, dans beaucoup de pays européens, on n'a pas ces normes, mais aussi ce cadre qui est très important, qui nous apporte beaucoup, même si pour une petite collectivité comme la nôtre, eh ben, c'est contraignant, c'est beaucoup de temps, au détriment parfois, ce temps-là, au détriment des projets. Donc, mais c'est important pour aider les élus à se poser ces questions-là. Beaucoup d'élus sont loin de ces sujets-là, sont vraiment plus dans des sujets plus opérationnels. Et je vais y revenir, on va illustrer ça un petit peu ce matin. Mais donc dès 2014, le territoire a fait une démarche volontaire pour être territoire à énergie positive, TEPOS, c'est-à-dire que c'est poser ces questions-là, de dire il faut à la fois penser baisse de la consommation d'énergie sur notre territoire et puis augmentation des productions d'énergie renouvelable. Et l'enjeu de ces territoires-là, il y en a une grosse centaine en France, plutôt des territoires ruraux, mais pas seulement, c'est d'arriver à cet équilibre en 2050, conformément à ce qui est envisagé par le GIEC, par l'Union européenne. Et ce qui était intéressant, c'est que puisqu'on a un cadre normatif, des plans climat, PCAET, des plans de mobilité, des plans de logement, enfin tous ces documents que vous connaissez bien, on a eu l'opportunité en 2021-2022 de les construire, en tout cas de faire une élaboration jointe. Et puis, parce qu'on a retrouvé des questions de densification des centres-bourgs, et pas des questions faciles pour les élus de transport. Donc ça a mis en lumière des questions que vous connaissez, que vous avez évoquées, mais qu'on connaît bien. Et ça nous a aussi donné l'opportunité d'avoir une consultation auprès de la population, qu'on a appelée la consultation 3P, pour les 3 plans, pour faire connaître effectivement et interroger nos habitants, nos entreprises, nos acteurs du territoire sur ces sujets-là. Et je ne vais pas m'étendre, mais au final, ça a beaucoup nourri nos plans et nos plans d'action, et surtout la façon dont ils se regardent les uns aux autres et ils correspondent, et donc avec beaucoup de correspondance. Et moi, alors je suis... moi qui étais en charge du PCAET, je suis en charge du PCAET, j'ai l'impression que c'est un peu le document synthèse. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qu'on a repris du plan de transport et de l'habitat pour pouvoir intégrer dans notre PCAET et faire échanger les élus là-dessus. Et puis juste en complément, il y a cette démarche de PLUI, qui est une première PLUI, et ce n'est pas une démarche facile, parce que comme vous imaginez, les élus, les maires sont attachés à leur PLU. Donc là, c'est en cours d'élaboration, donc je ne peux pas en parler beaucoup plus que ça, mais c'est très intéressant d'un point de vue de ce que ambition politique et relation, on va dire, entre des communes et une intercollectivité. Les questions environnementales, énergétiques, de nature en ville, de biodiversité sont au cœur de la réflexion du PLUI. Vous arrivez à les mettre ? Elles existent. Le choix a été fait pour plusieurs raisons, mais aussi des raisons de calendrier, de pas repartir d'une feuille blanche et de partir des PLU et d'apporter. Mais nous, c'est vrai que c'est le rôle des élus qui portent ces thématiques-là, et puis avec l'aide des services aussi, d'apporter des éléments nouveaux et d'apporter un peu de cohérence entre les différents. Ce qu'amène l'échelle de réflexion, en fait. Oui, parce que c'est vrai, quand on voit les 3 plans, on voit bien que c'est une seule réflexion, en fait, et 3 volets. On parlera de rénovation juste après, mais je crois que vous avez un autre élément à nous montrer avant, ou on est sur des projets ensuite? Oui, je vais parler des sur projets convenus sur un angle particulier, illustré au travers de projets de production d'énergie. Puisque c'est un des aspects on retrouve certains éléments qui ont été évoqués là sur l'aménagement, mais si on veut effectivement pouvoir, pour beaucoup de projets, c'est pas de redessiner le tissu urbain, mais c'est plutôt de voir comment on peut produire cette énergie sur le tissu existant, et c'est vrai que certains types d'énergie renouvelable s'y prêtent bien. Alors rapidement, on a souhaité là sur la gauche visualiser un petit peu nos différents projets. On a la chance, historiquement, chaque territoire a un petit peu ses archives, son histoire, et nous d'avoir un barrage sur le Rhône, à Reventin, qui est une source
une source d'énergie hydraulique importante. Mais ça suffit, loin s'en faut, ça suffit pas. On n'est pas sur une un barrage de montagne où on ne peut pas dire que ça nous suffit pour atteindre nos objectifs de TPOS d'énergie territoire positive. Donc il faut aller chercher de la production ailleurs et dans tous les secteurs. Et effectivement, alors très rapidement, sur la méthanisation, on a l'exemple, deux exemples, mais sur les steppes, c'était en 2017, on est une des premières sur la méthanisation de bouts de steppe, à l'avoir fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce qui est intéressant là, c'est que tout de suite, il y a eu l'ambition des élus que virtuellement ce biogaz soit utilisé pour nos flottes de véhicules, que ce soit les bus qui sont gérés par l'Interco, on a la compétence, ou par les baumes, les bennes à ordures ménagères. Ça, c'est la totalité de la flotte? Non, c'est une partie. C'est pas la totalité, et pour plusieurs raisons. D'abord, il faut monter, il y a des investissements à faire sur le matériel, mais aussi, ça suppose qu'on ait une plateforme qui nous permet d'avitailler tous ces véhicules, qui soient dimensionnés correctement. Donc, en fait, ça se fait progressivement avec une première plateforme qui a été transformée, et puis un agrandissement qui est en cours pour nous permettre justement de passer de 3 baumes à 6 baumes, de 12 bus à plus de 20 bus. Je rebondis là-dessus, méthanisation agricole, vous imaginez les biodéchets venir alimenter la production aussi de biogaz? Ce sera fait, alors ça c'est un projet privé, ce projet-là, alors que le projet de la STEP, il a mis quelques années à sortir. Le projet agricole, c'est pas toujours simple, ça dépend vraiment des... Donc nous, l'Aglo, on a été accompagnateur, financeur, mais il a fallu... Alors je parle au présent, au passé, mais le projet va injecter en fait du biogaz à la fin de l'année, mais il a fallu plus de 10 ans pour que ce projet sorte. Ils sont partis et ça demande notamment de la part des porteurs de projets agricoles, de l'Aglo, de tous les financeurs, vraiment un accompagnement et une persévérance là-dessus. On va venir sur le réseau, sur le photovoltaïque. Sur le photovoltaïque, alors on a beaucoup d'outils comme beaucoup de collectivités. Encore une fois, c'est à notre échelle, à l'échelle d'une petite collectivité comme la nôtre, mais on s'est équipé d'un certain nombre d'outils comme le cadastre solaire, qui est un premier outil de sensibilisation. On a un accompagnement, on a un certain nombre de projets privés de PV au sol sur des friches industrielles. On a la chance d'avoir des anciennes zones de stockage, des dépôts pétroliers sur lesquels il y a des zones qui... et donc des périmètres de risque technologique aussi qui grèvent l'usage et qui permet d'enlever le conflit d'usage, puisqu'on fait du photovoltaïque quasiment systématiquement. Donc ça, c'est des projets qu'on regarde. Et puis on est en cours, là, il y a une volonté politique de créer une SAS. Donc c'est un système que beaucoup de collectivités s'approprient le photovoltaïque et essayent de créer une structure pour le mettre en œuvre, peu sous la forme de SAS. Pour une collectivité, ça reste quelque chose d'assez nouveau. Donc on a besoin d'être accompagné là-dessus, mais l'idée c'est que l'Aglo 60% et puis le fonds OSE, qui est ENR, qui est un fonds régional avec du financement en partenariat public-privé qui accompagne depuis de nombreuses années, on puisse monter une première grappe de projets à la fois ombrière et petite centrale au sol d'ici 2026 et faire sortir 6 MW crête de projets. Donc là, vous êtes propriétaire, vous seriez propriétaire avec la SAS des fonciers et vous mettez à disposition pour les opérateurs. Exactement. Donc nous, propriétaires des fonciers, ce seraient les communes, l'Aglo, et puis effectivement mise à disposition sous des formes à imaginer, à reprendre, à individualiser à chaque fois, mais mise à disposition pour cette SAS, pour la production. Et après, avoir un marché, l'idée c'est d'avoir un marché global de performance pour une production d'une dizaine d'ombrières de parking et de centrales au sol. Et là, vous avez déjà les sites d'accueil des projets, donc vous allez passer en phase d'AMI? Alors, on les a bien identifiés, on les a bien travaillés. Il faut maintenant sécuriser le foncier avec les communes qui sont bien informées, donc on est dans cette phase-là en ce moment. Okay. Réseau de chaleur, de belles réussites aussi. Oui, pour conclure... encore une fois, à l'échelle d'une collectivité comme la nôtre, sur la gauche, la Estrablin,
La caractéristique de ces deux réseaux de chaleur, parce que j'évoquais la durée tout à l'heure sur la méthanisation agricole, c'est que ça a été 2-3 ans, pas plus, pour les mettre en œuvre. Donc une fois qu'on arrive là, l'aglo a identifié des potentiels, a travaillé et apporté de l'ingénierie au départ. Et ensuite, on a eu la chance sur ces deux projets, ce n'est pas le cas de tous les projets, hein. Mais donc à gauche, sur Estrablin, un petit réseau de chaleur chaufferie-bois, qui alimente gymnase, école, mairie, vestiaire. Donc c'est l'équivalent de, si je ne dis pas de bêtises, de 60 000 litres de fuel par an qui va être converti donc en énergie décarbonée bois. Et avec derrière, c'est en fait, il y a eu un appel à projet et c'est un Forestener qui est une société citoyenne qui apporte et qui s'assure qu'il y ait du bois local aussi pour fournir cette chaufferie, et donc qui a financé cette installation qui a un coût de chaleur avec un coût de chaleur qui est déjà très intéressant dès le début. On arrive à un coût de chaleur pour la collectivité à 20%, dès la première année à 20% en dessous du prix qu'ils payaient, et sur la durée, l'écart va être encore plus important. Donc là, sur le quartier, je crois qu'il reste des lots. C'est-à-dire que vous allez lancer des appels à projets aussi pour les promoteurs, puisqu'il reste des possibilités de raccordement au réseau. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est une deuxième, il y a des projections sur des développements de ce réseau de chaleur-là. Et sur la droite, ça c'est un projet un tout petit peu plus ancien, puisque il s'est mis en place, il est en opération depuis 2021, mais de la même façon, on avait identifié sur notre territoire quelques industries qui avaient un potentiel de chaleur fatale. Et là, avec un industriel qu'on voit bien sur le Yoplait, qu'on voit bien sur la diapo, et c'est un partenariat vraiment entre Yoplait, Engie Solutions qui est porteur de projet, l'Aglo, la ville de Vienne, puisque il y a aussi une école qui est alimentée par ce réseau de chaleur, et puis le bailleur social Advivo, qui est le bailleur du territoire. Et donc là, c'est 800 logements qui sont chauffés grâce à cette chaleur fatale. Et donc c'est un projet qui a pris environ à peu près 3 ans pour être développé. Aujourd'hui, qui a un taux d'ENR de plus de 70%. Et donc ça correspond à une décarbonation de plus de 50% en termes de CO2. Donc là, c'est une belle réussite, mais on voit aussi qu'il a fallu mettre dans les premières années de mise en opération de l'huile dans les rouages et l'aglo a dû réintervenir aussi pour s'assurer que tout fonctionnait correctement et qu'on arrivait au taux d'ENR nécessaire pour avoir aussi le financement et qui était intéressant aussi. Voilà. Merci beaucoup Mathieu pour ces exemples de décarbonation. J'ai envie de parler rénovation. Il nous reste, on a pris un petit peu plus de temps sur le premier round, comme on dit, mais si vous pouvez chacun en 2-3 minutes vous donner votre une vision minute de la rénovation. Pour permettre quelques échanges avec la salle, si tu veux bien, Laurent. Ah oui, c'est vrai. Il est dur, Guillaume. Agnès Touvenot, sur la rénovation et la question de valoriser l'existant. On sait que ce n'est pas forcément facile, c'est un petit peu comme les friches, hein. C'est plus difficile que les terrains nus. Oui, sur la rénovation thermique, je dirais qu'on est un peu à la croisée des chemins là aujourd'hui, parce que en fait on avait des aides publiques qui étaient très importantes. Vont-elles perdurer? On peut quand même s'interroger. En tout cas, l'ANA voit ses crédits diminuer, et c'est en fait peut-être une approche une approche double. C'est quel est le bilan carbone des opérations de rénovation? Parce qu'en fait finalement on voit qu'un certain nombre de bâtis et puis, le bilan carbone de la rénovation versus aussi augmentation tendancielle des températures. Et en fait, on voit qu'on a quand même des dépenses de chauffage qui diminuent. Et donc, comment est-ce qu'on analyse de manière un peu objective, notamment pour les immeubles qui ont été bien entretenus, pour lesquels on a bien sûr changé les fenêtres, on a fait l'isolation facile des combles. Aujourd'hui, on raisonne beaucoup isolation thermique par l'extérieur. Et voilà, donc en fait, une forme un peu d'industrialisation de cette rénovation qui a quand même des coûts
carbone extrêmement élevés, des performances énergétiques qui sont quand même pas si au rendez-vous que ça. En fait, aujourd'hui, quand on a changé le système de chauffage, qu'on a changé les fenêtres et qu'on a isolé les caves et les combles, bon, en fait, on arrive quand même à des bilans qui sont assez intéressants. Donc, il y a ce sujet-là qui est quand même pas très facile. D'un point de vue patrimonial, c'est quand même le risque d'une uniformisation totale de la ville, avec quand même des rénovations qui ne sont pas toujours si fantastiques que ça. Bon, les panneaux, là, bleu, vert, jaune, pour mettre un peu de rythme dans la façade. Bon, c'est quand même pas toujours super joli. Donc, bon, on a ce sujet-là. Et puis, si on continue à rénover, notamment pour les logements, les immeubles qui en ont vraiment besoin, parce que, pareil, il y a des catégories de logements, d'immeubles, et puis on voit quand même le diagnostic de performance énergétique. C'est quand même pas une science totalement exacte. Hein. Comment est-ce que côté bureau d'études et industriel, il y a une forme de standardisation, d'industrialisation de la rénovation quand vraiment elle est nécessaire. Aujourd'hui, les bureaux d'études, à chaque fois que vous êtes sollicité par une copropriété, vous refaites la totalité de l'étude. Donc, nous, on paye la totalité de l'étude. Je ne sais pas si vous la refaites en totalité. Or, les bâtiments à Villeurbanne, moi, je pense que j'ai une vingtaine de typologies d'immeubles. Peut-être qu'on pourrait gagner un peu d'argent et de temps et d'intérêt au travail aussi pour ne pas refaire toujours ces bilans thermiques. Vous rigolez, mais bon, moi, je découvre le sujet, mais je trouve ça incroyable. Chaque fois, même immeuble, même construction, bref. Je vous assure que si vous payez la totalité de l'étude, on fait l'étude au complet. Vous êtes sûr? Ouais. Moi, quand je vois combien ça coûte, pas à moi, c'est pas carré, c'est pas mes sous, mais donc ça c'est le sujet. Et puis après, quand c'est vraiment nécessaire, comment est-ce qu'on industrialise la rénovation? Il y a eu des tentatives avec Energy Sprong et ça n'aboutit pas. Pourquoi? Alors c'est vrai que a priori, les bailleurs sociaux, il n'y a pas de commandes publiques massives qui permettraient de créer la filière. Mais on a aussi quelque chose de votre côté à dire, bah oui, on y va, c'est quand même par typologie, même si on a 1 ou 2% de performance énergétique en moins, peut-être que finalement, on est gagnant. Et puis le troisième, peut-être ce registre de questions, c'est qui paye ? Et aujourd'hui, on a les ménages qui payent le reste à charge. Dans certaines copropriétés, notamment très dégradées, finalement, les restes à charge sont très faibles parce que, en fait, les pouvoirs publics, on met énormément d'argent public. Nous, une copropriété dégradée à Villeurbanne de 800 lots, c'est 56 millions d'euros de budget. C'est 50 millions d'euros d'investissement public, ANA et collectivités, métropole et ville. Bon, c'est colossal. Et en fait, qui garde la valeur de ça ? Et moi, la question quand même qu'on se pose, quand on a de l'argent public qui arrive de manière aussi massive, comment est-ce qu'on se garantit, côté pouvoir public, de dire on continue à avoir un logement qui est accessible? Parce qu'on va... C'est sûr, dans les copros dégradés, dans certains secteurs, on n'a pas encore de spéculation foncière, mais en fait, on le sent, moi, dans certaines copropriétés qui, voilà, les prix étaient passés de 1 200 euros de prix au mètre carré, et là, ça y est, ça arrive à 2 000, 3 000. Bon, on voit forcément qu'il y a des investisseurs qui ont bien compris le filon. Et voilà. Et donc, comment est-ce qu'on garde la valeur, notamment sur de l'habitat qui reste accessible, abordable dans nos grandes centralités. J'étais plus longue. Après, on a la hausse quand même des prix de coûts de construction, de matières, enfin tout a explosé quand même depuis quelques années, dont le foncier. Je ne suis pas sûr que ça n'a pas plus vite explosé que les marges des investisseurs quand même, entre nous. Après, oui, mais quand même, quand on fait sur le très long terme, on peut discuter, mais a priori, quand même, les coûts de construction sur le très long terme depuis les années 50 n'ont pas tant. En revanche, on a eu une baisse du coût de construction quand on a industrialisé la construction. Ça, c'est toutes les études des économistes de la construction le montrent. Et donc, à un moment donné, si la rénovation devient, et il faut que la rénovation devienne la norme, c'est comment est-ce qu'on industrialise la rénovation. On ne peut pas s'amuser à ce qu'on ait des ouvriers qui, pan à pépan, mettre l'isolation par l'extérieur. On voit bien que ça ne fonctionne pas. En tout cas, on n'arrivera pas à être à la hauteur des enjeux à la fois environnementaux, mais aussi de la qualité de réalisation. Il va falloir qu'on termine, je suis assez désolé, mais peut-être pour relier performance énergétique, compacité, sobriété foncière, juste un petit mot, Elias, sur les usines à 2 étages. Un petit mot.
C'est le défi, c'est les défis de la transition écologique en fait. Juste, c'est vrai, la compacité et la verticalité, c'est important. Surtout quand on s'interroge, j'entends des prix de foncier à 350 € le mètre carré ou 400 € le mètre carré. Faut juste avoir le parallèle en tête que parfois c'est le coût du bâtiment. Donc parfois c'est le coût que va coûter un bâtiment à construire, le prix du foncier. Donc, et on le voit pour nos maisons par ailleurs ou autres. On est en train de se dire qu'on achète des terrains au prix de la maison qu'on va faire construire. Donc le parallèle il est important. Donc là l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est un industriel. Pour le coup exemplaire, et lui, on ne peut pas dire qu'il a eu 75% de financement en public, puisqu'il a eu même pas 1%. Pour autant, les 1%, il les a investis et surinvestis dans l'exemplarité de son usine, puisque sobriété foncière, il a construit 14 000 m² sur 5 000 au sol, créé 300 emplois, développé l'économie, et pour le coup, il avait le choix de s'étaler urbainement. Donc le paradoxe, c'est que le prix du foncier ici n'était pas si cher que ça. Donc en fait, ils auraient pu bénéficier d'un étalement. Ils ont fait le choix d'aller sur la hauteur. C'est dans un environnement, on est dans une ZAC. Il faut aussi un petit appel à nos élus. Par ailleurs, je suis élu, donc je me le fais aussi à moi-même. Mais il faut aussi que les PLU puissent laisser la possibilité d'accueillir des bâtiments à hauteur. Voilà. Donc là, ce n'était pas tout à fait le cas de celui-ci. On a dû retravailler et trouver de l'enjeu. Mais voilà, il faut quand même que le PLU puisse s'autoriser à monter. On n'est qu'à 17 mètres. On n'est pas sur un immeuble non plus industriel ou logistique. On n'est pas encore au niveau du logement des IGH dans Paris ou autres. Il n'y a pas de logement autour, je veux dire. Il n'y a pas de conflit, je dirais, sur le vu qui motive tous les recours dès qu'il y a de l'élévation. Non, pour autant, on a travaillé tous les volets, que ce soit la biodiversité, le confort des occupants, la compacité, donc l'isolation. La slide d'après avec les niveaux de performance, le programme. Le dernier, ouais, tout à fait, c'est un investissement d'une centaine de millions d'euros tout de même. Donc il y a eu 1 million d'euros de subventions publiques sur 100. Et on a fait une démarche sur mesure, c'est-à-dire qu'on a accompagné sur différentes thématiques. J'entendais tout à l'heure parler de la question de est-ce qu'on fait des toits végétalisés ou du photovoltaïque. La seule chose que je sais, moi, c'est qu'il y a plus de soleil dans le sud que dans le nord, donc c'est plus rentable de faire du photovoltaïque dans le sud que dans le nord. Parfois, dans certaines régions, au milieu. On ne regarde pas que le ROI, mais la capacité du toit à accueillir des installations. Ici, il en a fait 100% de photovoltaïque. Ils ont aussi récupéré 95% de la chaleur fatale. Donc c'est quand même, aujourd'hui, un de nos collègues dit souvent que c'est l'angle mort, l'énergie, c'est l'angle mort des réglementations parfois, notamment l'aéro 2020. On continue d'appliquer, notamment pour les industriels, alors il n'y a pas tout à fait de seuil, il faut le savoir, pour le tertiaire et le logement c'est vrai, mais pour les industriels, il n'y a pas de seuil. Donc on essaie d'être exemplaire, volontariste, et c'est d'autant plus l'angle mort qu'on prend un poids, c'est-à-dire qu'on ne calcule pas le poids carbone précis du volet énergétique, on y affecte un forfait. Voilà, le forfait, c'est 30%. Parce que les fiches techniques des matériaux, les FDES, ne sont pas encore toutes disponibles. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, parce qu'elles ne sont pas toutes disponibles. Pour autant, voilà, on sait faire des bâtiments hyper vertueux. Alors là, c'était la récupération de chaleur fatale. C'est extrêmement difficile de la mutualiser. C'est l'exemple de Vienne Condrieu Agglomération. Donc, c'est louable parce que c'est très, très difficile. Et là, c'était plus égoïste pour cet investisseur, c'est-à-dire qu'ils utilisent 95% de la chaleur pour chauffer leur bureau, mais pour autant c'est quand même vertueux, c'est extrêmement vertueux. Voilà ce que je peux vous dire. L'exemple, en 1 minute 30. Ouais, joli. Juste pour terminer avant les questions, Abdelkrim, quand même sur la gestion du temps long et parmi vos clients et vos investisseurs. En tout cas, vos clients sur les bâtiments. Donc je vais aller très vite puisqu'on a un temps limité. Ouais. C'est juste pour rebondir sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est le positionnement de chacun des acteurs dans une chaîne. Donc nous, typiquement chez Brownfield, on va investir en achetant le terrain en l'état, mais on n'est pas là pour durer éternellement, on ne va pas rentrer forcément dans la phase d'exploitation. Donc globalement, les fonds d'investissement et d'autres qui fonctionnent comme nous, on a 50 périodes d'investissement, 3-4 ans de plus pour développer, et puis c'est 10 ans maximum. Voilà. Donc voilà notre échelle de temps. Et nous, dans ce cadre-là, alors on a une RE 2020 qui s'applique, bien évidemment. Et elle a des étapes. Elle est déjà très exigeante, la RE 2020. Elle nous fixe des étapes, notamment, j'ai pris l'exemple de lycée construction. Donc là, sur l'exemple du bâtiment bas carbone. Mais nous, en tant que maître d'ouvrage, sur le bâtiment bas carbone, on n'a pas beaucoup de moyens. Ceux qui ont vraiment pouvoir agir massivement, c'est les cimentiers, il faut arrêter de dire des bêtises. C'est le béton bas carbone, c'est eux qui vont devoir décarboner sur leur cimenterie, c'est les grands acteurs de la construction.
qui vont pouvoir agir, mais moi, en tant que maître d'ouvrage, je vais faire des cahiers des charges. On va dire, il faut faire ci, il faut faire ça, mais après, il y a l'économie, et il faut tenir l'économie. Et là, c'est ce que ma dernière remarque, c'est il faut que ça soit des gens qui peuvent se mettre dans le temps long pour pouvoir faire un calcul. Moi, je fais un bilan, mais sur la période où je suis là. Mais s'il y a d'autres externalités positives, celui qui peut les intégrer, c'est l'investisseur qui a une stratégie de revente peut-être à terme, et qui va peut-être demander qu'on soit déjà au seuil de 2030 dès maintenant. Celui-là, il peut faire quelque chose. Ou un utilisateur, je pense à des industriels sur nos parcs d'activité, qui dit « Ok, moi je suis là pour 50 ans et je me projette. » Voilà. Mais nous, en tant que maître d'ouvrage, on n'est qu'un maillon. Et donc, on est dans un effet complètement ciseau dans cette affaire-là. Voilà. Donc, juste pour limiter ça, on a chacun... Je pense qu'on vient vers vraiment la gestion, la prise en compte du temps long. Voilà, c'était les premières, quand on parlait d'approche en coût global, hein, c'est de dire prenons la question du temps. Là, on y est encore plus. Et on est vraiment dans le temps long. Justement, je vais écourter le temps long voilà. parce que la salle beaucoup. bouillonne. Merci de votre patience. À tous les 6 pour cette table ronde. On va prendre donc quand même rapidement, si on peut, quelques questions dans la salle. Si vous en avez, on va vous faire passer un micro. Et permettre quelques échanges rapides, bien sûr. Je ne suis qu'un maître du temps, mais je sais que la question est la plus dure. Un petit clin d'œil à mon ami Alexandre Parga qui est dans la salle, qui sait mieux ça que personne. Bonjour, merci pour ces interventions très intéressantes. Donc, Guillaume Lefebvre, Société Razelbeck. Moi, j'avais une question concernant l'exemple de Vienne-Condrieu agglomération sur le réseau de chauffage urbain qui récupère la chaleur fatale d'une usine. C'est extrêmement intéressant. Là, on est en plein dans le côté vertueux de ces réseaux, c'est-à-dire qu'on utilise une énergie, une calorie qui existe déjà, on ne la crée pas, elle existe et aujourd'hui elle est perdue. Alors, dans votre projet, elle est récupérée. Par contre, comment on fait en tant que collectivité pour s'assurer du gisement de calories et qu'on disposera toujours de cette chaleur, que cet industriel fournira toujours cette calorie, que l'usine sera toujours là, que voilà, on s'assure de la pérennité du système, puisque si demain elle n'est plus là, je suppose que ça remet en cause beaucoup de choses à l'échelle du territoire. Excellente question. Sur Yoplait, j'étais pas là, pas à l'initiative effectivement des discussions de ces échanges-là. Par contre, on a un cas plus récent où ça a été, c'est au cœur de la discussion là, avec un petit industriel, une petite tuilerie pour chauffer, pour faire plutôt qu'un chauffage, un réseau de chaleur dans une commune qui pourrait se faire en grande partie avec la chaleur des 3 fours de cette tuilerie. Et effectivement, cette question-là était au cœur du sujet de pérennisation et c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas encore... il y avait un besoin qui était de la part de la commune, de la part de la collectivité, puisqu'on gère la piscine qui était juste à côté. Et les discussions sur ce point-là, et puis sur d'autres aspects aussi, assurantiels, de PLU aussi pour la tuilerie, ont fait que on n'a pas été en mesure, dans les délais qu'on souhaitait, mettre en place cette chaleur fatale pour ce cas particulier. Et donc on est allé sur une solution qui pourra intégrer plus tard, mais qui est aussi une solution de chaufferie bois. Donc on se rend compte effectivement que Yoplait, j'ai pas la réponse. Après, c'est un acteur historique qui est sur le territoire et qui est implanté depuis très longtemps. Mais sur d'autres exemples, effectivement, on se rend compte que c'est une question pertinente et on n'a pas toutes les réponses. Et il faut trouver le bon modèle économique, juridique qui permet effectivement de rassurer chacun. Alors la deuxième partie de la question, c'était qu'il peut aussi avoir besoin de cette calorie pour lui-même, hein, pour son process, pour chauffer ses bâtiments. Par contre, l'investissement, je suppose qu'il y a un investissement sur le site industriel. Comment sont répartis ces investissements ? Alors dans le cas de Yoplait, si je m'en souviens bien, tout l'investissement a été porté par Engie Solutions. Donc il y a eu, je crois que c'est un peu plus d'1 million d'investissements.
Et il y a eu à peu près 600 000 sur le procédé, sur la récupération de la chaleur fatale chez Yoplait. Et donc avec une rétribution à Yoplait d'une partie de cette chaleur-là, qui était cette matière première qui était fournie, de cette énergie brute. Et puis un investissement ensuite sur le réseau de chaleur. Donc c'est vraiment une solution financée presque à 100% ou intégralement par Engie Solutions, sachant que pour revenir sur votre premier point, remarque, il y a d'autres potentiels. Yoplait a identifié d'autres potentiels et travaille. Alors on n'a pas les informations, mais il travaillait et sur la récupération d'autres. Ils ont d'autres procédés industriels. Tout n'a pas été envoyé dans le réseau pour pouvoir eux-mêmes en bénéficier, parce qu'ils sont très gourmands aussi en énergie. Donc là, c'est intéressant quelque part pour eux rapidement de s'appuyer sur une compétence qu'ils avaient, enfin, en l'occurrence Engie, pour pouvoir délivrer ce réseau de chaleur. Mais ils ont bien conscience que ça a de la valeur pour eux avant tout et qu'ils se sont réservés aussi dans d'autres procédés pour pouvoir pérenniser et garder cette énergie brute pour eux. Merci. Il reste une ultime question très courte, sachant qu'il y a des temps de discussion que vous pourrez avoir à midi et à l'issue de cette journée. Si on n'a pas d'autres questions, je vais remercier du coup nos 5 intervenants et Laurent, notre animateur, pour cette table ronde. Merci.